Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration visuelle. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument. Et franchement, il y a de quoi être super enthousiaste. On va décortiquer ensemble le travail titanesque de Dominique Château sur la philosophie du cinéma. Mais attention, on ne va pas du tout parler de scénario, d'acteurs ou de rebondissements. Non, on va regarder comment la machine elle-même, l'appareil cinématographique, recable et transforme littéralement la perception humaine. En fait, le cinéma n'est pas juste un art du récit, c'est carrément une toute nouvelle manière de penser et d'exister au monde. Mais bon, avant d'aller plus loin, il faut quand même se poser une question assez vertigineuse. Une simple machine qui projette de la lumière dans une pièce sombre face à un public enchaîné à ses fauteuils. Est-ce que ça ne ressemblerait pas un peu trop au piège philosophique ultime imaginé par les Grecs de l'Antiquité? Vous savez, la fameuse caverne de Platon? Est-ce qu'on est face à une chute totale dans l'illusion? C'est exactement ce grand mystère de la perception qu'on va essayer de percer. Voici donc comment on va procéder. Au programme, 1. La caverne et la machine. 2. Le cerveau et la caméra. 3. Le réel, fenêtre ou marteau. 4. Le spectateur face au film. Et pour finir, 5. La fin de l'écran. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec notre première partie, la caverne et la machine ou les racines profondes de la perception cinématographique. Il faut savoir qu'au tout début de l'histoire du cinéma, la réaction des philosophes face à cette nouvelle salle obscure a été, disons-le, d'une rare violence. L'accueil n'a pas du tout été chaleureux. Si on regarde la dureté des mots utilisés par les intellectuels de l'époque, c'est assez frappant. Par exemple, l'écrivain Georges Duhamel décrivait carrément le cinéma comme un, je cite, « divertissement d'ilote », en gros un divertissement pour esclaves. L'élite voyait vraiment cette salle noire comme une sorte d'hypnose collective abrutissante. Pour eux, ce public, fasciné par des ombres mécaniques, chutait littéralement dans la pure illusion, se coupant de toute véritable pensée intellectuelle. Mais assez vite, d'autres théoriciens ont repris cette métaphore de la salle obscure pour en faire une analyse beaucoup plus clinique. Le psychanalyste Jean-Louis Baudry, par exemple, a avancé une théorie absolument fascinante. Il explique que cette salle noire, où notre corps est immobile et contraint dans le noir, recrée de façon totalement artificielle ce qu'on appelle en psychanalyse le stade du miroir. C'est une sorte de régression infantile complètement volontaire. En gros, quand on achète son billet, on décide de plonger dans une machine à rêve qui nous renvoie une image géante, lisse et unificatrice. Nous replongeons direct dans un état psychique très archaïque. Et puis, le grand penseur Walter Benjamin débarque et apporte une vision radicalement différente. Alors oui, il admet que la reproduction technique détruit un peu l'aura sacrée et unique de l'œuvre d'art classique, mais au lieu de mépriser la foule dans les salles, il célèbre une idée complètement nouvelle. Il dit que le public devient un collectif, je cite, d'experts distraits. En fait, grâce à des techniques comme le montage ou le ralenti, on arrive à décoder intuitivement à une vitesse folle des tas d'informations visuelles. La caméra agit comme une véritable psychanalyse visuelle. Elle révèle des détails du quotidien qui échappent totalement à l'œil nu. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le cerveau et la caméra, ou comment le cinéma tente d'imiter l'architecture de l'esprit. Du coup, si la caméra agit comme une sorte de prothèse pour l'œil, on peut se demander, est-ce qu'elle se contente de capter le monde de manière neutre, ou bien cherche-t-elle activement à reproduire le fonctionnement même de la pensée humaine? Ça, c'est l'un des débats les plus féroces de l'histoire des idées. Le philosophe Henri Bergson, par exemple, a lancé une critique vraiment redoutable. Pour lui, le cinéma n'est rien d'autre qu'une imposture scientifique. Il affirmait que la pellicule n'est finalement qu'une succession de photographies fixes qui essaient d'imiter artificiellement le mouvement, un peu comme un vulgaire kaléidoscope. En découpant le temps en tranches mécaniques, le cinéma raterait complètement l'essence fluide et continue de la vie, ce que lui appelait la durée. Sauf que cette vision très sévère trouve une contradiction merveilleuse avec le pionnier Hugo Münsterberg. Et ça, c'est brillant, car ça montre comment la technique cinématographique devient carrément de la psychologie appliquée. Münsterberg explique que le cinéma n'imite pas les lois de la physique. Non, il imite les lois de notre propre esprit. Regardez bien, quand notre cerveau décide d'isoler le visage d'un ami au milieu d'une foule bruyante, le cinéma, lui, matérialise ça physiquement en faisant un gros plan. Notre mémoire qui ressurgit, ça devient le flashback. Et notre capacité à jongler entre deux idées simultanées, c'est le montage parallèle. La machine est littéralement calquée sur nos propres actes mentaux quotidiens. Le cinéaste Jean-Yves Pen est allé encore plus loin dans cette logique, avec une approche presque digne d'un roman de science-fiction. Il parle d'un concept fou, le cerveau robot. Pour lui, la caméra ne se contente pas bêtement d'imiter l'humain. Non, elle possède une pensée et une subjectivité qui lui sont propres, de nature totalement non humaine. À travers ses accélérés, ses ralentis ou ses angles improbables, elle est capable d'insuffler une âme aux objets inanimés. Une simple chaise ou un vulgaire caillou, s'ils sont filmés d'une certaine façon, deviennent intenses, dramatiques, vivants. C'est l'animisme pur de la machine. Passons à la troisième partie, le réel, fenêtre ou marteau. C'est ici que se joue le grand débat sur la réalité. Si cette machine a un tel pouvoir sur notre perception, la question évidente c'est
Que doit-elle faire de la réalité physique? Est-ce qu'on doit utiliser l'écran comme une fenêtre ouverte sur le monde ou bien comme un marteau pour le fracasser? Du côté de la fenêtre, on trouve le célèbre critique André Bazin. Il définit le cinéma avec une métaphore absolument magnifique, en l'appelant la momie du changement. L'idée, c'est que tout comme les Égyptiens embaumaient les corps pour les sauver des ravages du temps, la caméra, elle, embaume le temps lui-même. Elle sauve un instant précis de sa propre disparition. C'est ce qu'on appelle le réalisme ontologique. Bazin pense vraiment que le cinéma doit nous plonger dans l'expérience authentique d'être au monde, sans manipulation excessive, en respectant la réalité telle qu'elle est. Mais là où ça devient passionnant, c'est l'opposition totale avec le grand réalisateur soviétique Sergueï Eisenstein. L'affrontement idéologique est frontal. Bazin, on l'a vu, prône le respect, la contemplation, les plans longs, bref, la fenêtre. Eisenstein, de son côté, brandit fièrement le marteau. Pour lui, filmer la réalité brute ne sert strictement à rien. Son idée, c'est de prendre deux images complètement différentes et de les faire se percuter violemment grâce au montage. Cette collision force l'esprit du spectateur à produire un concept totalement inédit. En gros, 1 + 1 = 3. Le cinéma n'est plus là pour contempler passivement le monde, c'est un choc psychologique conçu pour forger une véritable pensée critique. Heureusement pour nous, un autre théoricien, Jean Métry, va venir un peu pacifier ce débat explosif en proposant une voie médiane super intéressante, le concept de pseudo-réel. Il explique qu'en fait, le cinéma part toujours d'une image extrêmement concrète, la fameuse base photographique dont parlait Bazin. Mais, grâce au rythme et au montage, cet assemblage finit par se structurer comme un langage abstrait, un peu comme le voulait Eisenstein. Résultat, quand on voit une énorme explosion à l'écran, le cerveau l'enregistre à la fois comme une abstraction qui fait avancer l'histoire, mais aussi comme une réalité immédiate, physique et viscérale. Et c'est la transition parfaite vers notre 4e partie, le spectateur face au film. On va s'intéresser à l'expérience brute de l'observateur. Quittons un instant les grandes théories abstraites pour nous concentrer sur l'essentiel, la personne qui est concrètement assise dans la salle. Pour le théoricien Jean-Louis Schaeffer, avant même qu'on essaie de décoder intelligemment un scénario, le cinéma c'est d'abord une sensation physique pure. Il appelle ça le bloc d'affect. C'est par exemple ce frisson de terreur face à une ombre gigantesque projetée sur un mur, ou cet éblouissement soudain face à une couleur ultra saturée. C'est presque une mémoire corporelle. Le film vient frapper notre corps avec une émotion primitive, proche de l'enfance, bien avant que notre pensée logique n'ait le temps de prendre le relais. Cette sensation très intime rejoint d'ailleurs la pensée profonde du philosophe Stanley Cavell sur le scepticisme. Cavell met le doigt sur une asymétrie assez cruelle au cinéma. Quand on regarde un bon vieux film noir, l'acteur sur l'écran est pleinement présent pour nous. On voit chacun de ses clignements d'yeux, chacun de ses gestes, mais nous, de notre côté, nous sommes tragiquement absents de son monde. On est totalement incapable d'intervenir pour le sauver ou l'avertir. L'écran devient alors une barrière infranchissable. Et au final, ça nous force à une méditation philosophique très concrète sur notre propre isolement et notre impuissance face au monde. Et puis, parfois, ce qu'on observe sur cet écran refuse tout simplement de se laisser analyser sagement. Le philosophe Jean-François Lyotard a un nom pour ça, le figural. C'est de l'énergie visuelle à l'état brut, impossible à domestiquer. Lyotard compare ça à l'attitude d'un enfant qui craque une allumette. Il ne fait pas ça pour allumer un feu utile, non. Il le fait par pure fascination pulsionnelle pour la beauté de la flamme. Une explosion de couleurs saturées, un raccord super brutal entre deux plans. Le cinéma, c'est aussi cette grosse décharge d'énergie irréprésentable qui court-circuite totalement notre logique. L'évolution de toutes ces manières de percevoir trouve vraiment son point culminant avec le grand philosophe Gilles Deleuze. Deleuze nous dit une chose géniale. Les réalisateurs sont en fait des philosophes, sauf qu'ils pensent avec de l'espace et du temps, et non avec des mots. Il repère un bouleversement majeur dans l'histoire, causé par le traumatisme immense de la Seconde Guerre mondiale. Avant la guerre, le cinéma classique obéissait à ce qu'il appelle l'image-mouvement. Tout était basé sur l'action logique, la narration hollywoodienne classique, mais après la guerre, face au champ de ruines, c'est la cassure. Les personnages ne savent plus quoi faire. L'action cède la place à la contemplation pure. Le cinéma bascule alors dans l'image-temps. Il devient un outil métaphysique pour sculpter l'errance absolue de l'humain moderne. Ce qui nous mène naturellement à notre ultime partie, la 5e. La fin de l'écran et l'avenir de l'esprit cinématographique. Parce que toutes ces théories vertigineuses, elles ont été pensées pour la salle de cinéma classique. Mais que se passe-t-il aujourd'hui, quand notre façon de consommer les médias vient complètement pulvériser ces règles séculaires ? Walter Benjamin s'était appuyé sur une prophétie assez dingue du poète Paul Valéry, et croyez-moi, elle est plus pertinente que jamais. Valéry imaginait, bien avant l'heure, un monde où la réalité sensible, c'est-à-dire les images et les sons, serait distribuée directement à domicile, avec la même banalité que l'eau courante ou le gaz. Le XXe siècle a d'abord canalisé ça dans les salles obscures, mais aujourd'hui on le sait tous, cette distribution de réalité artificielle est partout. Elle coule en continu, intégrée à la moindre seconde de notre quotidien. Du coup, ce fameux cadre protecteur de la salle de cinéma est littéralement en train d'exploser.
La fameuse distance infranchissable dont parlait Cavell tout à l'heure, cette barrière qui nous séparait du film et nous permettait de l'observer en sécurité, eh bien elle est en train de disparaître totalement. Avec l'arrivée des environnements de réalité virtuelle ou mixte et bientôt des rêves générés en temps réel par l'intelligence artificielle, l'esprit humain se retrouve physiquement plongé au centre même d'images qui réagissent directement à ces impulsions neurologiques. La frontière qui séparait le monde physique de l'artifice technologique s'efface complètement. Et ça nous amène à une provocation monumentale pour conclure cette exploration. Le cinéma classique, cette fameuse machine dans le noir, a patiemment modelé notre inconscient visuel pendant plus d'un siècle. Mais demain, si cette distance s'abolit pour de bon et que la technologie se met à se substituer entièrement à notre propre capacité d'imagination, si le spectateur devient lui-même l'écran, qu'est-ce qu'il arrive à la pensée humaine? C'est une question absolument colossale. Et ça nous invite tous à reconsidérer la manière dont on consomme nos images tous les jours, non plus comme un simple passe-temps, mais comme la plus grande expérimentation philosophique jamais tentée. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi. J'espère vraiment que ça vous donnera une nouvelle grille de lecture la prochaine fois que vous poserez les yeux sur un écran.